Les amis, il est temps de parler de ces géants des océans qui nous ont tous détruits émotionnellement dans Avatar 2, La Voix de l'eau, et Avatar 3, de Feu et de Cendre. Ces créatures qui sont traitées comme la matière première par les humains, alors qu'en vrai, ce sont peut-être les êtres les plus purs, les plus intelligents et les plus tragiques de tout l'univers d'Avatar, les Tulkun. Entre leur philosophie pacifiste, leur lien quasi familial avec les Metkayina, le statut de paria de Payakan et le fait que les humains les massacrent pour quelques gouttes d'Amrita qui stoppent le vieillissement, il y a beaucoup plus à comprendre que c'est des baleines de l'espace. Surtout quand on commence à parler du passé des Tulkun, de la Tulkun Way, de la guerre contre la RDA et de ce que ça tease pour Avatar 4. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo nous allons aborder tous ces sujets et bien plus encore évidemment. J'espère donc que tu es bien installé car on est parti pour l'univers d'Avatar. Let's go! Wow! Bien arrivé dans mon manoir interdimensionnel, on est parti pour étudier le Tulkun. Tulkun, l'animal le plus pur d'Avatar. Quand on pense aux créatures d'Avatar, on a tout de suite en tête les Ikran, les Viper Wolves, le Thanator, le Toruk. Bref, des monstres de guerre, des créatures qui te découpent en deux si tu les regardes de travers. Mais au milieu de ce bestiaire, il y a une espèce qui a tout changé. Pas parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle est belle et noble. Je parle évidemment des Tulkun, et il n'y a pas moi qui les considère comme des créatures incroyables. Il y a notamment l'empereur James Cameron, créateur de l'univers d'Avatar, qui disait que le Tulkun, cette espèce-là, était son espèce favorite finalement. Ou du moins dans l'univers d'Avatar, et a raison. Mais déjà, le Tulkun, c'est quoi? Eh bien, ce sont des géants marins, des sortes de baleines sur Pandora, qui vivent dans les océans et qui sont liés avec des peuples de l'eau, si je puis dire, et principalement donc les Metkayina, ce fameux peuple qui a accueilli Jake Sully et sa famille pour en faire de nouveaux membres. Ils sont massifs, majestueux, hyper expressifs à leur manière, capables de communiquer, de débattre entre eux, et surtout ils sont considérés comme les êtres les plus spirituels et les plus purs de tout Pandora d'une certaine manière. Et là où c'est ultra intéressant, c'est qu'il y a un parallèle que vous avez dû voir entre, évidemment, les Tulkun et les baleines de la Terre. Car dans le monde d'Avatar, et bien sur la Terre de cet univers, les baleines ont fini éteintes. Les baleines terriennes, j'entends, à cause de la pollution, de la surpêche, de l'exploitation. Et donc petit à petit, avec les années qui sont passées, chaque espèce de baleine a disparu. Et pour dire à quel point l'humanité s'en veut d'une certaine manière, c'est qu'ils ont développé un projet appelé le Ocean Phoenix, qui est un programme où les humains essayent de ressusciter des espèces marines qui ont disparu, et cela en laboratoire, en utilisant les amniotanks, qui sont en fait des dispositifs par lesquels on fait développer notamment les corps des avatars. Et donc sur Pandora, les Tulkun sont un peu le reflet de ce qu'on a perdu. Et là où l'humanité au sens global pouvait considérer les baleines comme un simple animal, les Metkayina, quant à eux, les considèrent comme limite des membres de leur famille. Mais on va développer ça un petit peu plus dans les parties suivantes, pas d'inquiétude. Parce que même pour les Tulkun, les liens qu'ils entretiennent avec les humains, qui ne sont pas forcément des liens très sympathiques, vont peut-être mener à leur destruction totale, même si il semble qu'on arrive à l'empêcher avec le temps. Mais avant tout, il faut quand même creuser encore plus le sujet du Tulkun et ce qu'il représente, ses caractéristiques, sa manière de fonctionner, ses lois. On est parti. Le Tulkun expliqué. Parce que les Tulkun, c'est ce qui se rapproche le plus sur Pandora, eh bien d'une civilisation, on va dire, non humaine, mais qui a des caractéristiques humaines. On n'est pas juste face à un animal intelligent, on est face à une espèce qui a sa propre philosophie, sa propre culture, sa musique, ses mathématiques, leurs histoires de famille et leurs embrouilles. Bref, ils ont le package complet. Et Ian Garvin, scientifique qui étudie notamment la faune marine de Pandora, le dit clairement. Ils sont probablement plus intelligents que les humains, et cela à leur manière. En gros, ils ne vont pas forcément coder des applis, créer des outils, etc. Mais ils réfléchissent, ressentent et créent à une échelle que nous, humains, on ne peut même pas comprendre. Et c'est pour ça notamment que les Metkayina ne les voient pas seulement comme des animaux, mais comme des personnes à part entière. Et d'ailleurs, physiquement, le Tulkun, c'est de la folie. Un Tulkun adulte peut atteindre jusqu'à 100 mètres de long, soit 3 fois plus que la plus grande des baleines qui existent sur bien la Terre. Et cette baleine, c'est la baleine bleue. Voilà.
Donc le Tulkun, c'est probablement la créature la plus grande qui existe sur Pandora. Quelques autres détails assez importants et assez intrigants. Le mâle est plus grand que la femelle, il peut être plus grand de 8 à 10 mètres de long. Et ils ont des crêtes plus grosses et plus colorées. La peau des Tulkun est gris-bleu sombre avec des couleurs blanches qui se retrouvent sur leur ventre et des motifs colorés qui traversent leur corps. Comme beaucoup de créatures sur Pandora, ils ont 4 yeux. Ils ont également 6 nageoires et 6 évents sur le dos, ainsi qu'une sorte de carapace naturelle ultra résistante. Leurs crêtes sont par ailleurs tellement solides que même les harpons spécialisés de la RDA, cette compagnie qui tente de les exploiter, eh bien ont du mal à la traverser, et ne peuvent quasiment pas en fait pour la crête. Et détail très important du côté des navis, les Tulkun ont à l'intérieur de leur bouche, eh bien un courroux, une queue neuronale par laquelle ils peuvent se connecter, pour ainsi dire, rapprocher eh bien, le navi du Tulkun. Et aujourd'hui, les Tulkun sont d'ailleurs un peuple qui est considéré comme ultra pacifique. Ils ont une culture profondément non violente, basée sur la communication, la réflexion et même la mémoire, mais ça ne veut pas dire du tout qu'ils sont sans défense. C'est-à-dire qu'ils peuvent bondir hors de l'eau, donc imaginez une telle masse sortir de l'eau, et peuvent même aller à une vitesse qui s'approche des 40 km/h, alors que le Tulkun pèse 300 tonnes, une dinguerie. Ils ont par ailleurs une espérance de vie énorme, allant de 150 à 200 ans. Et petit détail assez mignon, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont un petit enfant qui est auprès d'eux et qu'il y a un danger, eh bien le Tulkun va ouvrir sa bouche pour que le bébé Tulkun rentre dans cette dernière afin d'être protégé. C'est trop mignon finalement. Et en plus de ça, comme les navis, les Tulkun sont organisés en forme de clan, avec une matriarche et un patriarche qui dirigent eh bien, ces différents groupuscules. Mais malgré tout, parmi ces géants, il y en a certains qui vont briser les règles et seront exclus à jamais, ou presque. Payakan, les traîtres du peuple Tulkun expliqués. On l'a vu juste avant, les Tulkun sont des philosophes géants qui vivent dans les océans de Pandora, ultra sensibles avec une culture, etc., mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le temps des premiers chants, il y a des dizaines, des centaines d'années sur Pandora, les Tulkun étaient une espèce qu'on pouvait considérer comme violente. Ils étaient agressifs, ultra territoriaux, ils se massacraient entre eux, répondaient à la violence par encore plus de violence, et ça montait en escalade non-stop. Mais à force de guerre, de rancœur et de perte, ils ont commencé par comprendre autre chose. Si tu continues à tuer, tu finis toujours par tout perdre. Et de là est née leur grande philosophie de vie, la Tulkun Way, ou la voie du Tulkun, si tu préfères, en français. C'est une doctrine hyper stricte qui dit en gros, si tu tues, tu es banni à vie du groupe. En mode, on ne tue plus personne, jamais. Il n'y a pas d'exception en mode, mais oui, mais c'était de la légitime défense. Oui, ils ont tué ma famille. Non, non, si tu tues quelqu'un, ou si tu crées la mort du côté de ton clan, ou d'autres Tulkun, Navi ou que sais-je, eh bien, t'es considéré comme un ennemi à la voie du Tulkun, un ennemi au Tulkun, et donc tu es exilé à jamais. Et cette règle est tellement importante que même donc les navis qui sont liés au Tulkun et qui les respectent comme les Metkayina, eh bien, appliquent également cette règle-là. C'est-à-dire qu'un Tulkun banni est aussi rejeté par les navis. Et c'est là alors que Payakan entre en scène. Car à la base, Payakan n'est pas perçu comme un monstre ou un psychopathe, c'est un Tulkun normal jusqu'au jour où les humains tue sa pauvre petite maman. Et cela au cours d'une chasse à l'Amrita, donc cette ressource hyper importante qui se trouve dans le corps des Tulkun et qu'on explicitera encore une fois un petit peu plus tard. Parce que là, pour le pauvre petit Payakan, son cerveau, il explose dans sa tête. En mode, je peux pas laisser passer ça, va falloir que je me venge, et il arrive à ramener avec lui, eh bien, d'autres Tulkun et d'autres navis qui vont décider de se défendre contre l'ennemi humain. Il ose faire ce que personne n'a jamais fait et essaye d'attaquer donc le navire baleinier de la RDA. Sauf que malheureusement pour lui, eh bien, c'est un carnage. La quasi-totalité des guerriers et des Tulkun qui l'ont suivi meurent dans d'atroces souffrances, et Payakan, qui survit non pas en revenant avec 0 blessure, eh bien est perçu par son peuple comme un traître à la voie du Tulkun, car il a tué et il a provoqué la mort de ses frères et sœurs. Résultat, Payakan est déclaré paria. Et quand Loak, le fils de Jake Sully, le rencontre dans la voie de l'eau, il ne voit pas juste une baleine blessée par ses affrontements face aux humains, il voit une pauvre baleine qui a été rejetée par tout son peuple et qui est désormais seule et triste. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré ce qu'a fait Payakan, malgré le fait qu'on l'ait exilé, il garde toujours en tête cette idée du « il faut qu'on se défende pour pouvoir en fait continuer à vivre ». Et quand la RDA décide de mener un gros raid sur l'ensemble des Tulkun lorsqu'ils se réunissent lors d'un grand événement,
C'en est trop pour Payakan et Loak, qui décident quand même d'intervenir en essayant de forcer, ou de convaincre plutôt, les autres Tulkun de participer à l'affrontement. Et pour leur ouvrir les yeux, ils ramènent un autre Tulkun qui a survécu, le Tulkun Tanok, qui est extrêmement blessé pour leur montrer à quel point la violence humaine est terrible. Et cela alors devant un conseil de Tulkun et de Na'vi, avec les plus grosses instances, et notamment la présence donc de Jake Sully, aussi le chef des Metkayina, et bien sûr la matriarche des Tulkun. Payakan n'a malheureusement pas le droit de parler, mais Loak, lui, décide quand même d'ouvrir sa bouche, et plaide pour lui et le fait qu'il faut remettre en question la voix du Tulkun. Car il montre que la vraie menace, ce ne sont pas les Tulkun qui décident de se rebeller et justement de protéger les siens, mais ce sont les humains qu'il va falloir en fait se réveiller pour défendre ce qu'il reste de leur peuple. Et enfin, la matriarche décide de céder, elle écoute Loak, Tanok et même Payakan, et accepte l'idée qu'il faut se défendre, et c'est même elle qui va leader l'attaque finale dans Avatar 3. Et à ce moment-là, Payakan prouve qu'il avait raison depuis le début. S'il n'avait pas agi ainsi, eh bien on peut se le dire, à la fin d'Avatar 3, tous les Tulkun auraient été massacrés par les humains. Et ça aurait été terrible. Il vient de Payakan à l'aide de Loak de sauver son peuple. Et normalement, après la victoire, on suppose que son bannissement est levé et qu'il n'est désormais plus un traître. Autant dire que même les autres Tulkun qui étaient peut-être considérés comme des traîtres et qu'on n'a pas vus dans la franchise Avatar vont pouvoir faire leur comeback. Et heureusement que ce lien fort existe donc entre le Tulkun et Loak, car c'est ça qui a changé à jamais les Tulkun et qui va même faire évoluer Pandora d'une autre manière, je le pense, dans Avatar 4. On va en parler dans une partie suivante, parce qu'avant, il faut s'intéresser aux liens qui existent entre les Tulkun, creuser un peu plus donc le lien qui existe avec les Na'vi, les humains, et surtout la relation Loak-Payakan. C'est parti! Les liens entre les Tulkun et les Na'vi expliqués. Car on l'a vu, pour les Metkayina, les Tulkun ne sont pas juste des animaux géants qui passent au large une fois par an. C'est littéralement leur famille. Les Tulkun ont leur propre langue, leur nom, et sont capables de communiquer avec les Na'vi. Les Tulkun utilisent leur chant, leur son et leur regard, tandis que les Na'vi répondent avec la langue des signes. Résultat, on n'est pas sur une relation dresseur-monture, mais sur une relation de deux peuples qui se comprennent et qui s'aiment. Et cela d'égal à égal. Chez les Metkayina, chaque membre du clan a, à un moment de sa vie, créé un lien avec un Tulkun, et ce Tulkun devient alors, pour ces membres du clan, son esprit frère ou son esprit sœur. Et ce n'est pas symbolique, c'est un engagement à vie. Ils fêtent ensemble la naissance des petits, partagent leur joie, leur deuil, et se retrouvent tous les ans pour des grands rassemblements. En mode petite mise à jour sur ta vie, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'as rencontré Brandon, enfin voilà, tu vois un peu le délire. Et donc, quand un Tulkun meurt, ce n'est pas juste la perte d'un animal sacré, c'est comme s'ils perdaient un membre de leur famille du côté des Na'vi. Et on le voit très bien avec Ronal, la Tsaïk, du clan des Metkayina, celle donc qui interprète la voix d'Ewa, on va dire, et donc la pauvre petite Ronal, interprétée d'ailleurs par Kate Winslet, je voulais le caler là si vous ne le saviez pas, et bien sa douleur quand sa Tulkun sœur et son bébé meurent, pour elle c'est terrible. La scène elle est déchirante et on s'en rappellera à vie. J'ai revu le film il y a pas longtemps, autant dire qu'avec la personne avec qui j'étais, j'ai dû passer la scène. C'était beaucoup trop dur. Et intéressant également parce que les Tulkun ont accès aux pensées d'Ewa et peuvent donc partager leurs souvenirs et leur mémoire, etc., et leurs pensées avec les Na'vi. Ça veut dire que quand les deux espèces se connectent, eh bien, ils peuvent ressentir les émotions, les souvenirs et même avoir des visions du passé, des Tulkun notamment. Et cette connexion atteint son apogée lors d'un rituel annuel qui se déroule dans la crique des ancêtres, où chaque année, tous les Tulkun qui sont nés dans l'année se rejoignent au niveau de l'arbre des esprits des Metkayina, ou du moins pour ce clan de Tulkun-là, ils se connectent à Ewa, et en parallèle, les Metkayina amènent également leur nouveau-né pour qu'ils se connectent à l'arbre des esprits afin de les lier au réseau de la planète. C'est une sorte donc de double baptême, un pour les enfants Na'vi et un pour les enfants Tulkun. Les deux espèces entrent dans la grande mémoire de Pandora ensemble. Et les Tulkun et les Metkayina sont d'ailleurs extrêmement inspirés d'un vrai peuple qui existe sur la Terre, donc les Maoris, qui considéraient les baleines comme des incarnations divines marines, des sortes de guides, des sortes de protecteurs. Et on l'a vu également, quand un Tulkun est banni à cause de la Tulkun Way, parce qu'il a tué ou il a causé la mort de certains Tulkun ou d'autres personnes, d'autres êtres vivants, eh bien les Metkayina suivent également cette manière de fonctionner et bannissent et ne peuvent pas accepter qu'un Tulkun exilé puisse les rejoindre, etc. Donc vous voyez, leur lien est giga fort. Et c'est justement ce lien qui va devenir explosif lorsque les humains vont décider de chasser
tous les Tulkuns. Les liens entre les Tulkuns et les humains expliqués. Si pour les Na'vi, les Tulkuns sont des esprits frères, des esprits sœurs, enfin bon, ils ont un lien fort, pour les humains, eh bien les Tulkuns, ce sont des coffres forts sur pattes. Et tout cela tourne autour d'une seule chose, une substance ultra rare appelée l'amrita. C'est une substance qui est produite par l'une des glandes du cerveau des Tulkuns et qui a la capacité de stopper complètement le vieillissement humain. En gros, c'est l'anti-âge ultime, la fontaine de jouvence de l'humanité. Résultat, la RDA a donc monté une unité spéciale, la Citation Operations, qui ne sert donc qu'à une chose, massacrer, traquer et récupérer donc les Tulkuns pour pouvoir extraire l'amrita. Et leur manière de faire, utilisons les grands mots, est dégueulasse. Ils commencent par faire du repérage, ils choisissent un banc de Tulkuns, qu'ils décident donc de cibler. En général, une mère qui est avec son petit, parce que vu que le petit ne peut pas nager vite, eh bien la mère va nager à sa vitesse, donc ils vont facilement pouvoir l'isoler. Il est ensuite décidé de marquer ce Tulkun-là, en lui balançant une balise qui va transpercer une de ses nageoires normalement. Le signal est ensuite relayé à toute la flotte, puis on passe à la phase de l'abattage, c'est-à-dire que la flotte arrive, ils harponnent le Tulkun et le tuent. Puis ils récupèrent ensuite le corps pour le ramener au vaisseau mère. Et de là, on passe à la phase de l'extraction. L'équipe scientifique entre par la bouche du Tulkun via une plateforme. Il repère la glande, perce le crâne avec un forêt, insère une sorte de grosse seringue, pompe l'amrita dans un flacon, et là vient le détail le plus violent, toute la carcasse est ensuite rejetée à la mer. On coupe les flotteurs, le cadavre coule au fond de l'océan pour éviter de déclencher la colère de tous les navires. Et tout ça pourquoi donc? Un flacon d'amrita qui vaut 80 millions de dollars à peu près sur la Terre. Et de plus, James Cameron ne se cache même pas de l'inspiration qu'il y a derrière la chasse aux Tulkuns. On parle bien sûr de la chasse à la baleine qui existe sur la Terre. Tout ça pour récupérer leur graisse et l'huile de cétacés qui se trouve au sein de leur corps. Donc yes, le principe même entre le Tulkun et la baleine terrienne. Et l'équipe d'Avatar a même supposément poussé le concept jusqu'au bout en termes d'inspiration, en reprenant le fameux naufrage de l'Essex, un bateau qui naviguait en 1820, qui était donc un bateau baleinier, qui s'est fait alors couler par un cachalot qui s'est défendu, et cette histoire a même inspiré donc le roman Moby Dick. Et bien sûr sur Pandora, cette figure de baleine vengeresse, elle a été personnifiée par Payakan, qui a décidé de se défendre et même d'attaquer donc les fameux baleiniers tulkuniers, tu appelles ça comme tu veux, pour défendre son peuple. Et cela d'ailleurs plus efficacement en s'alliant avec le Na'vi, Lo'ak. Les liens entre Payakan et Lo'ak expliqués. La relation Lo'ak et Payakan, c'est l'une des relations les plus belles qu'a apporté la franchise Avatar, et notamment Avatar 2, La Voie de l'eau. Et plus précisément d'ailleurs Avatar 3, de Feu et de Cendre. Parce qu'on est face à deux exclus qui vont s'allier pour changer la façon de faire des Tulkuns, la façon des Na'vi, et Pandora à jamais. Car on a d'un côté donc Payakan, le Tulkun maudit, banni pour avoir voulu venger sa mère, considéré comme le responsable de la mort de beaucoup de Na'vi et de Tulkun au sein d'Avatar, lors d'une attaque dirigée contre la RDA, et rejeté donc à la fois par les siens et par le clan Na'vi des Metkayina. On a de l'autre côté Lo'ak, fils du Turok Makto, celui qui fait toujours des conneries dans l'ombre de son grand frère Neteyam, jamais vraiment compris par son père et étiqueté comme imprudent, impulsif, voire trop humain pour certains Na'vi. Du coup, quand Lo'ak rencontre Payakan, ça fait tilt direct. C'est d'ailleurs Payakan qui sauvera Lo'ak lorsqu'il se fait attaquer par une autre créature marine extrêmement dangereuse dans l'univers d'Avatar. Et quand les deux commencent à vraiment échanger, ils se comprennent, ils se connectent directement, car tous les deux sont vus comme des problèmes, tous les deux ont désobéi aux règles, et tous les deux refusent de rester les bras croisés face à l'injustice. Et c'est ça qui caractérise leur lien aussi fort, c'est que tous les deux choisissent de se lier alors que le monde entier les rejette. Et malgré le fait que Lo'ak ait conscience de la manière de fonctionner des Tulkuns et le fait que Payakan ait été rejeté pour avoir voulu protéger et défendre son peuple, il ne l'abandonne pas, il trouve ça injuste la manière dont fonctionne la voie du Tulkun. Et Payakan, quant à lui, qui pourrait être ultra méfiant, a quand même décidé de s'ouvrir à ce jeune Na'vi. Et cette confiance va alors tout changer, car c'est grâce à leur alliance que la Tulkun Way va changer à jamais. Et que donc la règle pacifiste qu'il a définie va enfin être remise en question. La fameuse règle « je ne tuerai jamais ». Et cela même pour me défendre. Et merci évidemment à Lo'ak pour sa contribution, car en refusant d'écouter son père Jake Sully, il est quand même allé au conseil des Tulkuns et a pris le parti de Payakan jusqu'au bout.
Ouvrons alors une brèche dans la manière de penser des Tulkun qui comprennent enfin que ne rien faire, ça revient à laisser les humains les exterminer. Résultat, Payakan est réintégré, les Tulkun prennent les armes, façon de parler, et on assiste à la première révolte organisée des Tulkun face à la RDA. Et tu sens très bien que ce n'est que le début, parce que Loak a tout du futur leader de tous les Tulkun. Et pas que d'ailleurs. Et Loak, quant à lui, est en train de devenir le premier pont entre les Na'vi, les Tulkun et les exilés, Tulkun encore une fois. Et avec cette nouvelle manière de voir la guerre pour tous ces peuples, ça va pouvoir changer les Na'vi et Pandora à jamais. Car on est potentiellement face au duo qui va sauver Pandora. On en parle tout de suite. Payakan, la créature légendaire de Pandora dans Avatar 4. Et c'est là où ça devient carrément fou pour la suite de la saga Avatar. Parce que si Avatar The Way of Water et Avatar Fire and Ash nous ont montré et présenté l'évolution de Payakan, Avatar 4 peut littéralement faire de lui une légende vivante. On l'a vu déjà dans Avatar 3, Loak prend du galon en devenant le narrateur de la franchise Avatar, et cela à la place de son père Jake Sully. Payakan passe de monstre banni à héros de guerre, il se bat même aux côtés de la matriarche Tulkun lors de la bataille finale, ils nagent tous les deux côte à côte. Bref, aux yeux des Tulkun et des Metkayina, Payakan n'est plus un rejeté, c'est devenu un symbole. Le premier à avoir dit stop face aux humains, celui qui a prouvé que de ne pas se défendre, c'est disparaître. Et là tu rajoutes en plus la rumeur qui tourne depuis un moment, en mode Avatar 4 devrait s'appeler Avatar 4, The Tulkun Rider, ou le chevaucheur de Tulkun en français. Et avec un titre pareil, on voit tout de suite où Avatar peut nous emmener. Loak, le Na'vi outsider d'un côté, et Payakan, le Tulkun banni devenu héros, les deux réunis pour devenir le duo central du film. Franchement, c'est parfait pour faire sortir une prophétie cachée qui existe sur Pandora, en mode un jour, un Na'vi rejeté et un Tulkun rejeté s'uniront et guideront les peuples de l'océan vers un nouvel équilibre. Ou encore mieux, pas de légende écrite à l'avance, et c'est en fait Loak et Payakan qui vont écrire leur légende eux-mêmes grâce à leurs différentes actions au cours du film. Et à force de victoire et de sacrifice, Loak et Payakan pourraient devenir des personnes encore plus importantes que le Toruk et Toruk Makto. En mode le premier Tulkun Rider légendaire, en mode le Tulkun exilé et le premier Rider Tulkun légendaire, qui unissent les peuples et la faune de Pandora, ainsi qu'Ewa, contre les humains, et qui gagnent une bataille légendaire. Voilà. Mais bon, pas sûr que Loak et Payakan puissent vraiment briller si Quaritch décide de leur prendre ou de leur voler la vedette si tu préfères. Sachant qu'en plus, le Toruk va peut-être devenir une énième monture de Loak. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage, like, commente, super boost. Lien dans la description pour les Ludo Rocco. Je te montre pas mal en plus de Ludo Bon Plan. Donc n'hésite pas à checker. Et moi, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Salut!